Le ciel gris de novembre s'étirait au-dessus des vignes endormies, alors qu'Élise Moreau traversait le chemin de gravier qui menait à l'entrée du château. Le portail en fer forgé s'était refermé derrière elle, avec un claquement sec, presque solennel, comme pour marquer le début d'une étape qu'elle n'avait jamais imaginé vivre. Fille d'un jardinier modeste, Élise n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi imposant. Elle portait un pantalon de toile foncée et une veste usée par les années de labeur aux côtés de son père, dont elle venait temporairement remplacer les gestes fatigués. Une blessure au genou l'avait immobilisée et c'était sans hésitation qu'elle avait proposé de le remplacer. Devant elle se dressait le château de Saint-Valery, une bâtisse de pierre claire datant du XVIIIe siècle, entourée de jardins symétriques et de haies parfaitement taillées. Le domaine appartenait à la famille Laurent depuis 3 générations, une lignée connue dans toute la région bordelaise pour ses grands crus et son influence économique. Le père d'Élise y avait travaillé pendant des années, mais toujours dans l'ombre, entre les rangées de lavandes et les cercles de buis. À peine arrivée, Élise fut accueillie par Madame Roux, l'intendante du domaine, une femme droite et discrète, aux cheveux gris, noués strictement. Elle lui tendit une carte du jardin, un trousseau de clés rouillées et quelques consignes sommaires. Aucune chaleur, aucune méfiance non plus, seulement l'efficacité d'un monde où chacun avait sa place et où la sienne ne devait pas dépasser celle d'une employée de terrain. Les premiers pas dans les allées furent silencieux, presque solennels. Élise sentait le poids du lieu peser sur ses épaules, mais elle garda la tête droite. Elle connaissait les plantes, les cycles, les soins à apporter. Son père lui avait appris à observer, à sentir la terre, à deviner les besoins des fleurs avant même qu'elles ne fanent. Elle n'avait pas peur du travail, seulement des regards, et ils étaient déjà là, du haut des balcons, depuis les couloirs du château ou à travers les fenêtres de la cuisine. Des yeux suivaient sa silhouette. Certains étaient curieux, d'autres simplement indifférents. Mais il y avait aussi cette tension sourde, comme si sa présence n'était pas attendue. Une femme jeune, dans ce rôle habituellement réservé à des hommes plus âgés, dérangeait un équilibre tacite. Elle n'en dit rien. Elle planta les genoux dans le sol, enfonça les doigts dans la terre humide et se mit à la tâche. La journée fut longue. Le vent coupait la peau et la bruine ne cessait de tomber. Pourtant, Élise resta dans les parterres, nettoyant les bordures, redressant les tiges affaissées par les pluies d'octobre. Elle croisa quelques domestiques qui lui adressèrent des salutations discrètes. Elle vit passer un majordome, un cuisinier, une jeune femme élégamment vêtue qui semblait surveiller tout et tout le monde, probablement une assistante ou une responsable quelconque. Personne ne s'attarda. À midi, elle mangea seule sur un banc de pierre près de la serre. Une pomme, un morceau de pain et un fromage de chèvre emballé dans du papier. La simplicité de son repas contrastait avec la splendeur du lieu, mais elle s'en moquait. Ce n'était pas sa maison, ce n'était pas son monde. Elle était là pour accomplir une tâche, rien de plus. Vers la fin de l'après-midi, elle découvrit la roseraie. Les fleurs, presque toutes fanées à cette saison, gardaient néanmoins une beauté étrange, entre fragilité et résistance. Élise s'y attarda plus qu'elle ne l'aurait dû, touchant les branches, repérant les zones mal entretenues. Elle fit une note mentale. Il faudrait tailler certaines parties, renforcer les pieds les plus anciens. Elle savait ce qu'il fallait faire. Son père lui avait tout appris ici, même sans jamais lui montrer ce lieu. À 17 heures, Madame Roux revint pour lui donner l'accès au local à outils et une liste de tâches pour les jours à venir. Le ton restait neutre, presque distant, mais Élise comprit qu'on la testait. Elle n'avait pas droit à l'erreur. Elle acquiesça sans discuter, rangea les outils qu'elle avait utilisés et jeta un dernier regard au domaine, baigné d'une lumière pâle de fin de journée. Le trajet du retour fut silencieux. Elle habitait à moins de 3 kilomètres, dans une petite maison en pierre au bord d'un champ. Son père l'attendait, installé dans un vieux fauteuil, la jambe bandée. Il lui demanda si tout s'était bien passé, et elle répondit simplement que oui. Elle ne parla pas des regards, ni du froid, ni de cette impression d'être de trop. Ce n'était pas nécessaire. Il la connaissait et savait qu'elle tiendrait bon. Le lendemain, elle retournerait au château, encore plus déterminée. Elle n'attendait rien de ce lieu. Aucune reconnaissance, aucune opportunité. Seulement l'espace pour faire son travail correctement, avec dignité. Mais ce qu'Élise ne savait pas encore, c'était que son arrivée n'avait pas été aussi invisible qu'elle le croyait. Un regard à peine entrevu derrière une fenêtre du premier étage
l'avait suivi plus longtemps que les autres, et ce regard, sans le savoir, allait changer le cours de sa vie. Le lendemain matin, Élise se leva avant le lever du soleil. Le sol était encore humide des pluies de la veille, et un brouillard léger s'étalait sur les vignes comme un voile silencieux. Elle prit son manteau, noua ses cheveux en un chignon serré et partit à pied vers le château. La fraîcheur matinale lui fouettait les joues, mais elle n'y prêtait pas attention. Ce qu'elle redoutait, ce n'était pas le froid, mais la persistance de ces regards curieux et silencieux qu'elle avait sentis la veille. Elle franchit les grilles à 6h30, exactement à la même heure que la veille, comme pour affirmer sa ponctualité. Dans la remise aux outils, elle choisit une paire de cisailles, un seau et des gants. La liste des tâches épinglée sur le panneau annonçait la taille des hortensias du jardin central, un espace visible depuis les grandes baies vitrées du château. Elle soupira doucement. Elle aurait préféré un coin plus discret pour commencer sa journée, mais elle n'était pas là pour choisir. Le jardin central, aux formes parfaitement géométriques, était encerclé par des allées de gravier blanc et bordé de statues anciennes, partiellement recouvertes de mousse. Les hortensias, massifs et touffus, formaient un rempart naturel entre la façade principale et les dépendances. Leur floraison était déjà passée, laissant derrière elles des inflorescences fanées que l'automne n'avait pas encore balayées. Élise s'agenouilla et commença à couper avec précision, concentrée sur le rythme des gestes. C'est en levant les yeux un instant, attirée par un mouvement au niveau de la terrasse, qu'elle le vit. Un homme se tenait là, immobile, les mains dans les poches d'un manteau de laine sombre. Il ne portait pas de costume, pas de cravate, mais sa posture trahissait une certaine autorité. Élise détourna rapidement le regard, pensant d'abord à un autre membre du personnel. Mais il ne bougeait pas, et surtout, il ne ressemblait pas aux autres. Elle continua son travail, feignant de ne pas le voir, mais elle sentait sa présence. Quelques minutes plus tard, alors qu'elle s'était relevée pour déplacer son seau, elle le retrouva à quelques mètres à peine, debout sur le chemin de gravier. Il l'observait sans insistance, avec une curiosité presque interrogative. Élise se redressa, essuya ses mains sur son pantalon et s'apprêta à le saluer poliment. « Bonjour », dit-elle en baissant légèrement la tête. Il répondit par un simple hochement de tête, puis s'avança de quelques pas. « Vous êtes la fille de Monsieur Moreau, n'est-ce pas ?» Sa voix était posée, basse, sans trace d'orgueil ni de distance. Élise hocha la tête. « Oui, je suis ici pour quelques semaines, le temps que son genou guérisse. » Il observa les hortensias à moitié taillées, puis ses mains gantées encore tachées de terre. Il sembla sur le point de dire quelque chose, mais se ravisa. Elle n'avait pas besoin de compliments ou de paroles inutiles. Il le comprit apparemment, car il se contenta d'un petit sourire discret avant de tourner les talons et de repartir vers la terrasse. Ce n'est que plus tard dans la matinée qu'elle apprit son identité. En revenant vers la remise, elle croisa Paul, un ouvrier plus âgé qui nettoyait ses outils. « Alors, t'as croisé Monsieur Laurent ?» demanda-t-il d'un ton nonchalant. Élise s'arrêta, surprise. « Monsieur Laurent? Gabriel Laurent ?» Paul hocha la tête. « Lui-même. Il est rarement là. D'habitude, il passe seulement pour les réunions ou les événements. Mais parfois, il vient observer les vignes ou marcher seul dans les jardins. Faut croire qu'il avait envie d'un peu d'air ce matin. » Le cœur d'Élise battit un peu plus fort, mais elle se força à ne pas montrer sa surprise. Elle se souvenait des articles qu'elle avait lus à son sujet. PDG d'un des plus grands groupes viticoles du pays, héritier discret mais redoutablement efficace. Il incarnait la réussite, la rigueur et un certain mystère. Et ce matin-là, il l'avait regardée comme si elle n'était pas invisible. La journée continua, rythmée par les bruits des sécateurs et le murmure du vent dans les arbres. Mais quelque chose avait changé. Élise sentait que ses gestes étaient plus précis, son dos plus droit. Elle n'attendait pas d'approbation, mais le simple fait d'avoir été vue, vraiment vue, lui donnait une force étrange. Elle tenta d'ignorer ce sentiment, de se reconcentrer sur le travail. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à ce regard calme et cette voix grave. Dans les jours qui suivirent, Gabriel réapparut à plusieurs reprises. Jamais à heure fixe, jamais pour longtemps. Il marchait lentement, les mains croisées derrière le dos, parfois seul, parfois accompagné d'un homme plus âgé, probablement un conseiller ou un membre du conseil d'administration. Mais à chaque fois qu'il passait près du jardin central, ses yeux cherchaient Élise, et à chaque fois qu'ils se croisaient, il la saluait, d'un hochement de tête ou d'un bref mot. Toujours simple,
toujours direct. Le personnel commença à murmurer. Camille, l'assistante personnelle de Gabriel, fut la première à noter ses présences répétées. Elle n'en dit rien à haute voix, mais ses regards vers Élise devinrent plus appuyés, moins polis. D'autres employés faisaient des allusions discrètes, de simples « tiens » ou des sourires en coin. Élise les ignorait. Elle n'avait rien cherché. Elle voulait juste faire son travail, comme son père l'aurait fait. Mais même dans le silence, même sans échange prolongé, quelque chose naissait. Ce n'était pas une attirance banale, encore moins une histoire de classe ou de prestige. C'était une curiosité mutuelle, brute et honnête. Gabriel Laurent, habitué aux rapports froids et codifiés du monde des affaires, semblait intrigué par cette jeune femme qui ne cherchait rien, qui ne flattait personne et dont le silence valait souvent plus que 1000 mots. Élise, elle, gardait les pieds sur terre. Elle n'avait jamais été impressionnée par les titres ou les fortunes. Ce monde n'était pas le sien, et elle ne voulait pas s'y perdre. Mais elle n'était pas aveugle. Elle avait vu le regard de Gabriel. Elle avait senti qu'il n'était pas venu là par hasard. Et si elle ne comprenait pas encore ce qu'il cherchait, elle savait qu'il y avait désormais quelque chose d'imprévu dans cette routine de terre, d'eau et de silence. Ce matin-là, en repartant vers chez elle, les bottes pleines de boue et les doigts engourdis par le froid, Élise leva les yeux vers le ciel. Aucun soleil ne perçait encore les nuages, mais la lumière semblait un peu moins sombre. Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait légèrement déplacé, comme si le sol sous ses pas avait bougé d'1 millimètre. Ce n'était qu'un regard, mais parfois, un seul regard suffit à déstabiliser tout un équilibre. Camille Delcourt, l'assistante personnelle de Gabriel Laurent depuis 6 ans, avait toujours su lire entre les lignes. Elle connaissait les calendriers, les chiffres, les visages et surtout les silences de son patron. Gabriel était un homme de logique, de discrétion, d'habitude. Il ne perdait pas son temps dans les détails inutiles. Alors, quand elle le vit traverser les jardins pour la 3e fois en 1 semaine, ralentir le pas près des hortensias, échanger quelques mots avec la jeune remplaçante du jardinier, Camille n'eut pas besoin de longues observations pour comprendre que quelque chose était en train de se fissurer dans la routine immuable du domaine. Elle ne dit rien au début. Elle se contenta d'observer, de noter les horaires, les changements de ton dans les discussions, la fréquence avec laquelle Gabriel descendait de son bureau sans motif apparent. Il n'avait jamais accordé autant d'attention à un employé du jardin, pas même à M. Moreau lui-même, un homme pourtant reconnu pour son sérieux. Et là, sans raison apparente, il s'attardait, il posait des questions, il écoutait. Élise, de son côté, n'avait pas modifié son comportement. Elle travaillait avec la même rigueur, les mêmes gestes méticuleux, la même discrétion. Mais son nom circulait désormais dans les couloirs. Certains employés, intrigués, s'en amusaient. D'autres, plus prudents, baissèrent les yeux. Camille, elle, voyait plus loin. Elle sentait le déséquilibre potentiel, un déséquilibre qu'elle refusait de laisser s'installer. Depuis son arrivée au château, elle avait appris à maîtriser l'image publique de Gabriel. Il incarnait l'héritier parfait, le patron respecté, l'homme de vision. Toute déviation, tout geste interprétable pouvait alimenter des rumeurs nuisibles. Et là, sans avertissement, une simple jardinière venait troubler cette façade impeccable. Une jeune femme sans influence, sans réseau, sans raison d'exister dans cet univers feutré, sauf qu'elle était là. Et Gabriel, malgré lui, la laissait entrer dans son champ de vision. Camille prit alors l'initiative de s'intéresser à Élise. Discrètement, comme elle faisait toujours, elle interrogea Paul sous prétexte d'organiser les plannings, feuilleta les anciens rapports du personnel, tenta de découvrir ce qui pouvait expliquer cette attention soudaine. Mais il n'y avait rien. Aucun dossier, aucun incident, aucune dette de la part de la famille Moreau envers les Laurent. Juste une jeune femme qui remplaçait son père blessé. Ce vide de données la rendait plus nerveuse encore. Un matin, alors qu'elle prenait le petit déjeuner avec Gabriel dans la grande salle à manger du château, elle tenta une approche. Il lisait le journal, concentré, une tasse de café noir devant lui. « Tu as parlé avec l'intendante au sujet du personnel de jardin ?» demanda-t-elle, la voix posée. Gabriel leva les yeux, intrigué. « Non, pourquoi ? Juste une impression. Il y a du mouvement ces derniers temps. J'ai vu que tu passais souvent par là. » Il haussa les épaules sans se justifier. « L'air me fait du bien. Et le jardin central a besoin d'attention. » Camille esquissa un sourire neutre, mais elle sut à cet instant qu'il mentait.
Il ne se promenait pas pour l'air, pas uniquement. Il était troublé. Et cela, elle ne pouvait l'accepter. Car cela mettait en péril l'image, les accords, les décisions importantes qu'il devait présenter dans quelques semaines à Paris. Toute relation ambiguë, aussi brève soit-elle, risquait d'alimenter des rumeurs inutiles. Elle décida alors d'augmenter sa présence dans les jardins. Chaque matin, elle descendait sous prétexte de vérifier l'état des dépendances, de planifier des travaux ou de saluer le personnel. Elle croisait Élise, lui lançait des regards polis mais distants. La jeune femme répondait avec la même réserve, toujours concentrée sur ses tâches. Pas une fois, elle ne montra un signe d'arrogance ou d'ironie. Et c'était précisément cela qui énervait Camille, cette absence de stratégie, cette sincérité brute. Un jour, elle l'observa plus longtemps que d'habitude. Élise était agenouillée près des buis, redressant les bordures abîmées par le vent. Ses gestes étaient assurés, son visage concentré. Camille s'approcha, les talons claquant sur le gravier. « Mademoiselle Moreau, dit-elle doucement, vous êtes bien appliquée. » Élise releva la tête, surprise. « Merci. J'essaie de faire le travail comme mon père l'aurait fait. »« Justement, reprit Camille, toujours calme, votre père a longtemps travaillé ici, mais je ne me souviens pas de vous l'avoir croisé auparavant. C'est normal, je ne venais jamais ici. Je travaillais dans une pépinière à l'extérieur du village. » Un silence léger suivit cette réponse. Camille plissa les yeux. « Et vous comptez rester longtemps ?» Élise se redressa lentement, les mains dans les poches de son manteau. « Le temps qu'il faudra, jusqu'à ce qu'il puisse reprendre. » Camille hocha la tête puis s'éloigna sans un mot de plus. Elle n'avait pas réussi à la faire vaciller, mais elle avait vu dans les yeux de la jeune femme cette fermeté tranquille qu'elle détestait tant chez ceux qui ne cherchent rien, mais qui finissent par tout provoquer. Dans les jours suivants, les tensions s'accentuèrent. Gabriel continuait ses visites, parfois silencieuses, parfois ponctuées d'échanges brefs. Élise restait professionnelle, mais autour d'eux, le murmure des employés s'amplifiait. Certains parlaient d'un intérêt naissant, d'autres d'un favoritisme improbable. Camille, elle, décida de garder le contrôle par d'autres moyens. Elle commença à questionner plus précisément les origines d'Élise, à fouiller dans les archives administratives du château. Elle fouilla aussi dans la mairie, sous prétexte de vérifier les dossiers du personnel. Et peu à peu, elle découvrit des éléments qui, bien que mineurs, pouvaient servir à orienter une opinion. Elle nota une incohérence dans une ancienne déclaration de travail du père d'Élise. Un détail insignifiant en apparence, mais dans le bon contexte, cela pourrait semer le doute. Elle n'agirait pas tout de suite. Elle attendait le bon moment, celui où la moindre étincelle suffirait à déclencher un incendie. Gabriel, absorbé par ses propres doutes, ne voyait pas encore le danger. Il croyait encore pouvoir maîtriser ce qu'il ressentait, comme s'il pouvait isoler ses émotions du reste de sa vie. Mais Camille, elle, savait. Elle avait vu des carrières détruites par moins que cela. Un simple regard mal interprété, une rumeur non démentie, un silence trop long. Et Élise, sans le vouloir, était désormais au centre de ce jeu silencieux. Un jeu qu'elle n'avait jamais appris à jouer, mais un jeu dans lequel elle était, malgré elle, devenue un pion. Le ciel était chargé de nuages bas ce matin-là, et une pluie fine s'abattait sur les terres du château Saint-Valery. L'odeur de la terre mouillée et des feuilles trempées embaumait l'air, saturant les allées du jardin d'une fraîcheur humide et tenace. Élise, emmitouflée dans un imperméable trop grand que son père lui avait prêté, avançait entre les massifs en tentant de ne pas glisser sur le gravier détrempé. Malgré le mauvais temps, elle avait insisté pour venir. Le travail ne s'arrêtait pas sous prétexte de quelques gouttes d'eau. Dans la serre principale, où les plantes plus fragiles étaient conservées loin du froid, elle s'était vue confier une tâche délicate, vérifier l'état d'un petit arbuste rare récemment acquis par le domaine. Son père lui en avait parlé quelques semaines auparavant, avec fierté et prudence. Il s'agissait d'un camélia blanc, originaire du nord de l'Italie, offert par un partenaire commercial de Gabriel Laurent, comme symbole d'une collaboration prometteuse. La plante était encore jeune, mais précieuse. Trop précieuse peut-être, pour une main inexpérimentée. Élise pénétra dans la serre avec la même concentration qu'elle apportait à tout ce qu'elle touchait. Elle déposa ses gants mouillés sur une table, s'approcha lentement de l'arbuste, observa les feuilles, le terreau, l'humidité du pot. Tout semblait en ordre. Sauf que, voulant le tourner légèrement pour vérifier l'exposition à la lumière, ses doigts,
glissèrent sur le plastique lisse du conteneur. Le pot bascula, la terre se déversa au sol et une branche, encore tendre, se brisa net. Le cœur d'Élise s'arrêta une fraction de seconde. Elle se pencha immédiatement, rattrapa le pot, ramassa la terre avec des gestes précipités, essayant de stabiliser la plante sans aggraver les dégâts. Mais la cassure était visible, nette, irréversible. Elle respira profondément, les mains couvertes de terre, le front moite malgré le froid. Ce n'était pas une erreur catastrophique, mais dans un endroit comme celui-ci, elle savait que chaque geste comptait. Elle entendit alors des pas derrière elle, lourds, calmes, assurés. Elle n'eut pas le temps de se retourner que Gabriel Laurent entrait dans la serre, sans veste, la chemise ouverte au col, les cheveux humides de la bruine extérieure. Il la vit accroupie, les mains dans la terre, le pot renversé à ses côtés. Le regard d'Élise se figea, les muscles de ses épaules tendus. Elle s'attendait à une remarque sèche, peut-être même à une réprimande. Mais Gabriel ne dit rien. Il observa la scène, puis s'avança lentement. Il s'agenouilla à côté d'elle, prit la branche cassée entre ses doigts, l'examina puis posa son regard sur le visage tendu d'Élise. « Ce n'est pas la première fois qu'elle tombe », dit-il simplement. Élise releva les yeux, interloquée. « Comment ça ? On l'a déjà replacé 2 fois depuis son arrivée. Ce pot est instable, trop léger pour le poids de la plante. » Elle baissa les yeux, surprise par son calme. « Je suis désolé. J'ai voulu la tourner vers la lumière. Je n'ai pas fait attention. » Gabriel secoua doucement la tête. « Ce n'est pas de votre faute. C'est un défaut de conception, pas d'attention. » Il se leva, alla chercher un petit sécateur sur l'étagère du fond, revint près de la plante et coupa net la branche cassée. Mieux vaut retirer ce qui est abîmé tout de suite. Ça évite que la plante souffre inutilement. Élise le regardait faire, toujours à genoux, les mains immobiles. Elle n'était pas habituée à être ainsi protégée, surtout par un homme comme lui. Gabriel rangea le sécateur puis croisa les bras. Ce camélia vient de la région de Varèse, un producteur passionné, un peu excentrique. Il m'a offert cette plante après une visite dans ses serres. Il disait que le blanc du camélia représentait la clarté des intentions. C'est pour ça que je l'ai accepté. Et vous y croyez ? Demanda Élise sans moquerie. Je crois à l'attention qu'on met dans les choses. Et ce geste, même symbolique, en disait plus que 100 contrats. Elle hocha la tête. Il y avait dans ces mots une sincérité déconcertante, très loin de l'image d'homme d'affaires distant qu'on lui attribuait. Il n'y avait ni posture ni stratégie dans ce moment partagé au milieu des plantes. Seulement 2 personnes sous la pluie, dans une serre silencieuse, tentant de réparer quelque chose de fragile. « Je vais nettoyer ça », dit-elle enfin. « Je vais vous aider. » Gabriel saisit une pelle, ramassa la terre, et ensemble, ils replacèrent le camélia dans son pot. Le travail était lent, minutieux, mais aucun des 2 ne semblait pressé. Quand ce fut terminé, il se redressa, essuya ses mains sur un chiffon posé sur l'étagère et regarda Élise avec un calme profond. « Vous aimez travailler ici. J'aime travailler dehors, sentir que ce que je fais a un effet, même modeste, et ici il y a tant de choses à faire. » Gabriel acquiesça. « C'est ce que j'essaie de faire avec la propriété, planter quelque chose de durable, mais ce n'est pas toujours simple. Il y a des racines anciennes, profondes, et parfois toxiques. » Cette dernière phrase surprit Élise. Elle ne répondit pas. Elle comprenait qu'il parlait de plus que de jardinage, mais elle ne voulait pas l'interroger. Ce n'était pas sa place. Gabriel s'éloigna ensuite sans un mot de plus. Elle le regarda traverser les allées détrempées, disparaître dans la brume, puis elle se tourna de nouveau vers la plante réparée. Une branche cassée, un geste inattendu, et voilà qu'un lien, aussi ténu soit-il, venait de se former entre eux. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise raconta à son père ce qui s'était passé, avec prudence. Il ne fit pas de commentaires, se contentant de hocher la tête. Mais elle sentit qu'il retenait une inquiétude sourde. Elle-même ne savait pas comment interpréter ce moment. Elle n'y voyait pas de promesse, ni de début. Seulement un fait. Le propriétaire du château avait pris le temps de réparer avec elle un incident mineur, sans reproche ni distance. Et cela suffisait à modifier imperceptiblement le cours de son quotidien. Il pleuvait encore ce dimanche-là, mais Élise avait décidé de rester à la maison. Son père, allongé dans le vieux fauteuil en velours vert qui craquait à chaque mouvement, dormait à moitié, les jambes couvertes d'un plaid en laine. La cheminée crépitait doucement,
diffusant une chaleur tiède dans la pièce. Sur la table basse, une boîte en bois qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant attira son regard. Elle était ancienne, ornée de gravures florales usées par le temps, fermée simplement par un petit crochet de métal noirci. En l'ouvrant, Élise découvrit des papiers jaunis, des photographies d'un autre temps, des factures anciennes, et au fond, une enveloppe scellée au nom de son père, mais non timbrée. Elle la prit entre ses mains, hésita puis l'ouvrit doucement, comme si elle craignait de réveiller des souvenirs enfouis. La lettre à l'intérieur était datée de 29 ans auparavant. L'écriture était celle de son père, reconnaissable entre mille, avec ses lettres penchées et ses majuscules un peu maladroites. Ce qu'elle lut la figea. La lettre était adressée à une certaine Cécile Laurent et racontait un événement qu'Élise ignorait totalement. Son père écrivait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'alerter qui que ce soit, qu'il s'était contenté d'exécuter ce qu'on lui avait demandé et que l'affaire avait été grossièrement détournée pour servir de prétexte à son licenciement. Il y faisait allusion à une dispute violente entre la mère de Gabriel et un homme dont le nom n'était pas précisé dans une aile du château fermée au personnel. Il évoquait un bruit de verre brisé, des cris et une menace. Mais surtout, il répétait que ce qu'il avait vu ce soir-là ne justifiait en rien l'humiliation qu'il avait subie ensuite. Élise relut la lettre plusieurs fois. Son père n'avait jamais parlé d'une telle histoire. Il lui avait souvent dit qu'il avait quitté le château parce que le climat y était devenu pesant, que les nouvelles orientations de la direction ne lui plaisaient plus. Il n'avait jamais mentionné un licenciement, encore moins un scandale. Pourtant, la lettre, restée enfermée pendant presque 3 décennies, racontait autre chose. Quelque chose de grave. Quelque chose que la famille Laurent, ou du moins une partie d'entre elles, avait voulu enterrer. Elle remit doucement la lettre dans sa boîte, le cœur battant plus vite. Son regard se posa sur son père, qui dormait toujours. Elle ne savait pas si elle devait lui en parler, mais une intuition nouvelle commençait à naître en elle. Et si son arrivée au château, même temporaire, n'était pas aussi anodine qu'elle l'avait cru? Et si son père avait accepté trop rapidement qu'elle reprenne son poste, sans insister, comme s'il attendait quelque chose de ce retour sur les lieux de sa chute? Le lendemain matin, Élise retourna au travail avec la lettre cachée dans la poche intérieure de sa veste. Elle n'avait aucune intention de la montrer à quiconque, du moins pas encore. Mais sa présence contre son cœur la rendait plus attentive, plus méfiante. Chaque visage prenait une nuance différente. Chaque geste devenait suspect. Elle sentait que derrière les règles strictes du château se cachait une histoire ancienne, un nœud d'intérêts et de silence. Ce fut une journée calme, sans visite de Gabriel, sans apparition de Camille. Les autres employés travaillaient en silence, comme à leur habitude, mais Élise, elle, était ailleurs. En taillant les haies derrière l'orangerie, elle repensait aux mots de la lettre, aux cris qu'avait décrits son père, à la façon dont il avait été évincé, sans procès, sans défense, sans explication publique. Dans l'après-midi, elle croisa Paul, l'ouvrier avec qui elle partageait parfois des tâches. Il était en train de vérifier l'arrosage automatique près des serres. Elle l'aborda sans détour, espérant en apprendre davantage sans dévoiler ses soupçons. « Paul, tu te souviens de l'époque où mon père a quitté le château ?» L'homme releva la tête, surpris par la question. « Bien sûr, c'était il y a longtemps. Presque 30 ans, non ? Tu sais pourquoi il est parti ?» Il haussa les épaules. Officiellement, on a dit qu'il avait refusé une restructuration. Mais tu sais, à l'époque, il y avait des rumeurs. Rien de très clair. Il se disait qu'il avait vu ou entendu quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Quel genre de chose? Je ne sais pas, Élise. Je ne veux pas te raconter des bêtises. Et puis, dans ce genre d'endroit, les murs ont des oreilles. Cette réponse, vague mais révélatrice, confirma ses doutes. Il y avait bien eu un événement. Quelque chose que tout le monde préférait oublier. Et son père, en gardant la lettre sans jamais l'envoyer, avait choisi le silence. Par peur? Par dignité? Elle l'ignorait. Mais ce silence, aujourd'hui, pesait sur elle comme une promesse non tenue. Elle termina sa journée sans incident, mais avec une résolution nouvelle. Elle ne voulait pas de vengeance. Elle ne cherchait pas à salir un nom. Mais elle voulait comprendre. Elle voulait savoir si le regard que Gabriel portait sur elle ces derniers jours n'était pas seulement celui d'un homme intrigué, mais aussi celui d'un héritier inconscient d'un passé qu'on lui avait dissimulé. Avant de rentrer chez elle, elle s'arrêta devant le camélia qu'ils avaient réparé ensemble. La branche cassée avait été remplacée. La plante semblait reprendre vie. Elle effleura une feuille,
se demandant si elle pouvait, elle aussi, réparer quelque chose, ou au moins poser les bonnes questions au bon moment. La lettre était toujours dans sa veste. Elle ne l'avait pas montrée, mais le jour viendrait, elle le sentait. Pas à cause d'un destin ou d'un mystère à révéler, simplement parce que la vérité, même ancienne, mérite d'être regardée en face. Camille n'était pas du genre à agir sans calcul. Lorsqu'elle comprit que Gabriel continuait à fréquenter les jardins plus souvent qu'il ne l'admettait, que ses absences à certains rendez-vous internes coïncidaient étrangement avec les moments de travail d'Élise, elle sut que l'heure était venue d'intervenir. Il ne s'agissait plus seulement d'une impression ou d'un malaise passager. C'était un déséquilibre concret, une faille dans le système soigneusement structuré qu'elle avait aidé Gabriel à maintenir depuis des années. Elle savait que pour être efficace, une attaque devait être propre, sans éclat ni preuves évidentes de sa main. Elle se mit donc à fouiller plus profondément dans le passé d'Élise et de sa famille, en particulier dans les circonstances floues du licenciement de son père. Son intuition, ou plutôt son instinct de survie professionnelle, lui soufflait que la clé se trouvait là. Elle reprit les archives administratives du personnel, les anciennes fiches de paie, les courriers internes conservés dans les dossiers physiques au sous-sol du château, un endroit que peu d'employés fréquentaient encore. C'est là, entre des piles de documents jaunis et de classeurs en cuir craquelé, qu'elle mit la main sur une lettre interne, signée d'un ancien membre de la direction aujourd'hui décédé, qui faisait état d'un incident inacceptable impliquant un employé des extérieurs, et recommandait une séparation immédiate sans indemnité, afin d'éviter tout débordement. Le nom de Moreau n'était pas explicitement cité, mais Camille fit le lien. Ce document hors contexte pouvait suffire à jeter le doute sur l'intégrité du père d'Élise. C'était tout ce dont elle avait besoin. Elle confia ensuite à un journaliste local, qu'elle connaissait de longue date, une version subtilement édulcorée de l'histoire. Une jeune employée, fille d'un ancien jardinier licencié, dans des conditions troubles, travaillant désormais près du PDG de la maison Laurent, suscitant l'interrogation de certains partenaires de la famille. Aucun nom n'était cité, mais le texte suggérait des connivences, des zones d'ombre, et s'interrogeait sur l'éventuelle stratégie derrière cette proximité inattendue. L'article parut 2 jours plus tard dans une édition numérique peu connue, mais largement lue dans les milieux viticoles. Il fut relayé en quelques heures sur des forums spécialisés et envoyé directement dans les boîtes mail de certains investisseurs clés du groupe Laurent. Le texte, bien que prudent dans sa formulation, provoqua immédiatement une onde de choc discrète mais tangible. Gabriel, en pleine réunion de coordination avec des partenaires étrangers, reçut plusieurs messages l'invitant à clarifier certaines rumeurs circulant dans les médias. Il n'était pas homme à paniquer, mais il comprit tout de suite la gravité du moment. Il convoqua Camille dans son bureau et le ton fut sec dès le départ. « Qui a lancé cet article ?» demanda-t-il sans détour. « Je ne sais pas », répondit-elle d'une voix neutre. « Mais il est évident que certaines personnes commencent à s'interroger. Tu sais comment sont les investisseurs. Ils veulent des chiffres, mais aussi une image sans faille. Et tu crois qu'Élise représente une menace pour cette image ? Je crois qu'une entreprise de notre envergure ne peut pas se permettre des maladresses, peu importe que ce soit justifié ou non. Les perceptions comptent. » Gabriel resta silencieux un instant. Il savait qu'elle avait raison sur un point, les perceptions. Mais il se refusait à céder à la peur. Pourtant, il sentit quelque chose se refermer. Il n'avait encore rien fait d'irréversible, aucune déclaration, aucun geste déplacé. Mais il savait que dans ce monde, l'ombre d'une rumeur suffisait parfois à déclencher une crise. Les jours suivants, il évita les jardins. Il prétexta des déplacements, s'enferma dans les bureaux, laissa les routines reprendre sans sa présence. Élise, bien qu'elle ne fût au courant de rien, sentit immédiatement ce changement. Elle ne le vit plus passer près des massifs, ni s'arrêter près de la serre. Son absence creusa un vide inattendu, mais elle s'efforça de ne pas y penser. Elle continua à travailler avec la même rigueur, la même discrétion, tout en gardant la lettre de son père bien rangée dans le tiroir de sa chambre. Mais elle sentit aussi un changement subtil dans le comportement des autres. Les regards s'étaient faits plus pesants, les silences plus longs. Paul lui-même avait l'air plus distant, comme s'il savait quelque chose qu'il n'osait pas dire. Ce fut Madame Roux qui, sans le vouloir, lui en donna la confirmation, un matin brumeux, en l'appelant à l'écart des autres. « Élise, je ne veux pas m'immiscer dans ce qui ne me regarde pas, dit-elle doucement. Mais je pense que tu devrais être prudente.
Quelqu'un essaie de salir ton nom ici. » Élise fronça les sourcils. « Pourquoi vous me dites ça? »« Parce que j'ai vu ce genre de choses avant. Et parce que tu ne mérites pas qu'on t'accuse d'un jeu que tu ne joues même pas. » Élise la remercia, le cœur serré. Elle comprit que quelque chose avait été déclenché et que cela la dépassait. Elle rentra chez elle plus tôt ce jour-là, troublée, et confronta son père. Elle lui montra enfin la lettre, celle qu'elle avait trouvée dans la boîte. Il la lut en silence, puis la lui rendit sans un mot. « Tu savais que ça sortirait un jour, hein ?» dit-elle. « Je ne voulais pas que tu sois mêlé à ça, répondit-il. Mais maintenant je le suis, qu'on le veuille ou non. » Il hocha la tête, résigné. Ce château n'oublie rien. Et il ne pardonne pas facilement. Élise comprit à cet instant que l'épreuve ne faisait que commencer. Elle n'avait pas cherché cette histoire, ni cette tension, mais elle était désormais au centre d'un conflit ancien, ravivé par des intérêts plus grands qu'elle. Elle savait que Camille était derrière cette campagne insidieuse, même sans preuve directe, et elle savait que Gabriel, en s'éloignant sans explication, n'avait pas résisté à la pression. Elle se jura alors de ne plus laisser les autres décider à sa place. Ce qu'on pensait d'elle ne pouvait pas définir ce qu'elle était réellement. Et si son nom devait être sali, elle serait au moins celle qui répondrait aux accusations avec droiture, sans fuir, sans se taire. Élise ne dormait plus vraiment depuis plusieurs jours. Les nuits étaient longues, traversées de pensées emmêlées, de souvenirs récents et de doutes qu'elle ne parvenait pas à faire taire. Les regards pesants, les murmures à peine dissimulés, l'étrange distance que Gabriel avait imposée entre eux sans aucune explication, tout cela construisait autour d'elle un silence tendu, presque menaçant. Et pourtant, chaque matin, elle retournait au château, le dos droit et les mains prêtes à travailler comme si rien n'avait changé. Ce fut Paul qui, le premier, osa lui parler franchement. Il travaillait côte à côte à dégager un vieux massif de pivoine abîmé par les pluies d'automne, lorsqu'il déposa son sécateur, essuya ses mains sur son pantalon et la regarda avec gravité. « Tu pourrais partir, tu sais. Personne ne te retiendrait et tu éviterais bien des problèmes. » Élise continua à couper une tige noire sans le regarder. « Justement, personne ne me retient, c'est pour ça que je reste. » Paul soupira, mais ne répondit rien. Il savait qu'il ne la ferait pas changer d'avis. Elle avait cette solidité silencieuse qu'il reconnaissait chez ceux qui ne cherchent pas à plaire, mais à tenir debout malgré les vents contraires. Ce jour-là, en fin d'après-midi, Élise prit une décision qu'elle mûrissait depuis quelque temps. Elle attendit que Gabriel sorte de son bureau et elle alla l'attendre dans l'allée qui menait aux serres. Lorsqu'il la vit, il s'arrêta net, surpris, presque mal à l'aise. Cela ne lui ressemblait pas, mais il ne fit pas demi-tour. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches, le visage fermé. « Élise, j'ai besoin de vous parler. Ce n'est peut-être pas le bon moment. »« Alors ce ne sera jamais le bon moment, » répondit-elle. Il la regarda, longuement. Puis il hocha la tête, l'invitant à marcher à ses côtés. Ils traversèrent les allées sans un mot jusqu'à la petite cour intérieure, à l'abri des regards. Là, elle se tourna vers lui, droite, déterminée. « Pourquoi vous vous êtes éloigné ?» Il hésita, cherchant ses mots. « Il y a des choses qu'on ne contrôle pas, des obligations, des responsabilités. Et moi, je suis quoi? Une complication dans votre emploi du temps? Non, tu es une présence inattendue. Et aujourd'hui, tout est scruté. On m'a envoyé des messages. On m'a fait comprendre que ta présence ici pose problème. À cause de mon nom, à cause de mon père ?» Il ne répondit pas. Mais son silence était une confirmation. « Je n'ai rien demandé, Gabriel. Rien. Je suis venu ici pour remplacer mon père, faire son travail, tailler des plantes et rentrer chez moi. Ce que vous ou les autres pensez voir, ce n'est pas mon affaire. Mais si vous choisissez de croire ce que d'autres insinuent, alors c'est votre problème, pas le mien. » Elle fit un pas vers lui. « Je suis là, et je vais rester. Pas parce que j'attends quelque chose de vous, mais parce que je sais ce que je vaux. Et personne ici ne me fera croire le contraire. » Il baissa les yeux un instant, visiblement troublé. Elle ne criait pas, ne pleurait pas, ne suppliait pas. Elle disait la vérité, simplement. Et cela avait plus de force que toutes les accusations qu'il avait lues ces derniers jours. « Tu es plus forte que moi, » murmura-t-il. « Non, j'ai juste moins à perdre, peut-être, ou moins peur. » Gabriel passa une main sur son visage fatigué. Il semblait soudain vieux, usé, comme si les derniers jours avaient ajouté plusieurs années à son regard. « Camille a tout orchestré, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle.
Il leva les yeux vers elle. « Je n'ai pas de preuves, mais je sais comment elle fonctionne. Et je n'ai rien fait pour l'arrêter. Alors pourquoi me regardez-vous comme si vous regrettiez ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, il lâcha simplement « Parce que je regrette. » Il n'y eut rien de plus. Pas de geste tendre, pas de main effleurée. Élise tourna les talons, retourna à sa tâche, le cœur lourd mais le dos droit. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Elle n'attendait rien en retour. Mais dans ses gestes, dès le lendemain, il y avait une fermeté nouvelle. Elle s'appliquait encore davantage. Elle connaissait chaque recoin du jardin, chaque plante, chaque anomalie. Son passage devenait visible, concret, incontestable. Ce regain de précision ne passa pas inaperçu. Madame Roux elle-même, d'abord discrète, commença à lui confier des tâches plus délicates, à lui demander son avis sur certains aménagements. Paul, plus réservé, reprit son ton habituel, comme s'il avait compris qu'Élise ne partirait pas. Elle avait choisi de rester, et ce choix résonnait dans chaque détail de ses journées. Gabriel, lui, se faisait plus rare. Mais lorsqu'il apparaissait, ses regards étaient moins fuyants. Il ne parlait pas, ne s'excusait pas, mais il observait, il écoutait. Et peu à peu, sans qu'aucun mot ne le dise, un respect nouveau s'installait entre eux. Un respect né non de la proximité ou du charme, mais de la résistance. Dans la solitude de son modeste logement, Élise relisait parfois la lettre de son père. Elle ne savait pas encore quand ni comment elle la remettrait à Gabriel. Elle voulait attendre le moment juste, pas pour l'accuser, mais pour rétablir une vérité. Elle n'avait pas l'intention de se servir de cette lettre comme d'une arme. Elle voulait qu'elle devienne un éclairage, un point de départ peut-être. Pour l'heure, elle restait. Et chaque jour qu'elle passait sur cette terre, elle laissait une trace plus profonde. Non pas comme la fille d'un homme accusé à tort, ni comme une femme qu'on soupçonnait à cause d'un regard, mais comme une travailleuse honnête, ancrée dans le réel, dans la matière, dans la terre, là où aucun mensonge ne tient très longtemps. Quelques jours plus tard, un courrier élégant au papier épais arriva sur le bureau de Gabriel Laurent. L'invitation provenait de la maison mère du groupe viticole pour le grand événement annuel de dégustation de crus au domaine de Grand Château, près de Bordeaux. Un rituel incontournable où invités, partenaires, critiques et clients triés sur le volet se rassemblaient dans une ambiance raffinée mêlée de prestige. Gabriel observa l'enveloppe, puis, sans détour, la posa devant Élise, qui travaillait encore dans la serre. « Vous êtes invité aussi ?» dit-il, sans engager plus de conversation. Le ton était neutre, mais ses yeux trahissaient une hésitation. Élise releva la tête. Elle aurait pu refuser. Accepter signifiait franchir la frontière invisible entre le personnel et les mondanités. Mais au fond, elle savait qu'elle voulait y aller. Pas pour se faire voir ni pour profiter, mais pour prendre sa place. Ne plus être invisible. Elle accepta. Lorsque Camille l'apprit, un sourire froid remplaça son visage lisse. Elle se hâta de donner un coup d'œil calculateur à Gabriel avant de disparaître dans les couloirs du château, comme si elle mesurait déjà les conséquences de cette décision. Le soir de l'événement, le carrosse aux lanternes dorées déposa Élise devant le perron du manoir de Grand Château. Elle portait une robe simple mais correcte et ses mains tremblaient légèrement en serrant l'invitation. Un simple carton gravé d'un logo sobre, mais suffisant pour l'ordonner dans le cercle des invités. Elle posa une main sur sa poitrine, inspira puis franchit les portes massives. À l'intérieur, la salle centrale brillait de chandelles et de nappes blanchies. Les tables alignées portaient des verres en cristal, les invités conversaient en petits groupes, vêtus de tenues élégantes, parlant de millésimes, de rendements, de marchés étrangers. Elle chercha Gabriel du regard. Il était là, près d'un buffet somptueux, entouré de visages graves, de sourires polis et de verres levés. Il la trouva, s'avança vers elle légèrement crispée. « Vous êtes à l'aise ?» demanda-t-il d'une voix basse. Élise hocha la tête, feignant la tranquillité. Elle s'efforça de marcher droit, de ne pas trahir son appréhension. Mais dès qu'elle franchit un cercle de lumière, des murmures se firent entendre. Des regards déplacés, des chuchotements étouffés. Elle savait à qui ils appartenaient. Les employés de la maison, les partenaires habituels, quelques investisseurs, certains membres de l'aristocratie locale intrigués par sa présence. Peu après, le maître de cérémonie invita tout le monde à rejoindre la grande salle de dégustation. Les serveurs en livrée élégante firent passer les flûtes, les tonneaux s'ouvrirent, l'air embauma le vin, le bois, le cuir et l'herbe des vignes.
Élise reçut une coupe, la tint dans sa main tiède, jeta un regard discret à Gabriel. Il l'observait, attentif, mais ses traits étaient tendus. Il essayait sans doute de paraître naturel, mais à cet instant, on aurait dit un homme tiraillé entre deux mondes. Soudain, la voix de Camille s'éleva, feinte, polie, crescendo. Elle s'adressait à un groupe de partenaires à quelques pas d'eux, mais assez fort pour qu'Élise entende, assez pour qu'on l'entende. « Quel courage, n'est-ce pas, de voir mademoiselle Moreau ici ce soir ?» dit-elle en regardant Élise, avec un rictus presque imperceptible. Après tout ce qu'on murmure sur son père, certains se demandent s'il ne s'agit pas d'un geste prémédité, une tentative de réintégration subtile, peut-être même de reconquête. Vous ne trouvez pas? Le silence tomba, comme si l'air avait soudain perdu son parfum de vin et de chandelle. Quelques regards se braquèrent sur Élise. Son cœur s'arrêta. Elle sentit le poids de chaque paire d'yeux sur elle, le jugement latent. Les verres oscillèrent dans les mains des invités. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards à mi-voix. Gabriel posa une main ferme sur son bras. « La soirée n'est pas finie, dit-il d'une voix basse mais ferme. Ignore-la. » Mais l'effet était déjà produit. Une onde de méfiance se propagea dans la salle, subtile, insidieuse. Quelques invités se détournèrent, feignant la distraction. D'autres jetèrent des regards appuyés vers Gabriel, comme s'ils cherchaient une explication silencieuse. Les conversations reprirent, mais les voix étaient plus basses, plus mesurées. La chaleur de la pièce semblait s'être évanouie. Pris de honte, Élise baissa la tête. Elle porta la coupe à ses lèvres, avala le vin d'un geste tremblant, puis la posa doucement sur un plateau porté par un serveur. Elle fit un pas en arrière, les mains serrées contre elle. Elle avait envie de fuir, de retourner à la serre, au jardin, là où la terre ne jugeait pas. Mais elle resta. Elle décida de rester, parce qu'elle ne pouvait pas laisser une insinuation lâche décider de sa dignité. Gabriel l'accompagna jusqu'au jardin arrière, un petit coin éclairé par des lanternes tamisées. La brise fraîche souleva un pan de sa robe, fit frissonner Élise. « Je suis désolé, dit-il, la voix noyée dans le son du vent. Je n'ai pas su empêcher ça. » Elle tourna les yeux vers lui, les lèvres serrées. « Ce n'est pas vous qu'il faut blâmer, ni moi. C'est ce genre de rumeurs, celles qu'on sème comme des graines venimeuses et qu'on laisse pousser dans un silence calculé. » Il resta silencieux, regardant le ciel obscur. Quelques gouttes commencèrent à tomber, fines et imprévisibles. Il proposa de la raccompagner. Ils traversèrent les allées du domaine, les lanternes vacillantes éclairant le chemin caillouteux. Le retour se fit sans mots. Chacun perdu dans ses pensées. Quand elle arriva chez elle, le cœur lourd, elle posa la main sur la lettre de son père dans la poche intérieure. Elle la sortit, la serra contre sa poitrine. Elle sut qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas laisser cette tache coller à son nom, à son âme. Elle ne parlait pas de vengeance ni d'accusation, mais de justice. Justice pour son père, pour elle-même, pour la vérité. Ce soir-là, le château ne fut plus simplement un lieu de prestige. Il devint le théâtre silencieux d'une lutte de classe, de mémoire et de dignité. Et Élise, vêtue d'une robe simple, tachetée de poussière et d'orgueil, comprit qu'elle avait franchi un seuil qu'elle n'avait pas choisi, mais qu'elle était désormais prête à affronter. Le lendemain du gala, Élise retourna au château plus tôt que d'habitude. La nuit avait été courte, traversée de souvenirs mêlés de colère et de lucidité. Elle n'avait pas pleuré, elle ne s'était pas effondrée. Elle avait, au contraire, ressenti un calme étrange au fond d'elle, comme si l'humiliation publique orchestrée par Camille avait mis fin à une phase de silence. Désormais, elle n'avait plus besoin de se taire. Ce matin-là, elle portait un manteau sombre et des bottes encore humides de la pluie de la veille. Dans la poche intérieure de sa veste, la lettre de son père. Elle ne l'avait pas relue. Elle en connaissait le contenu par cœur. Ce document, resté enfermé durant des années dans une boîte oubliée, allait enfin atteindre son destinataire. Mais avant cela, elle voulait comprendre, obtenir la version de son père, de vive voix. Pas celle écrite à la hâte dans une époque de tension, mais celle qu'on n'ose dire que quand tout semble perdu ou prêt à exploser. Lorsqu'elle arriva à la maison, après sa demi-journée dans les jardins, son père était assis à la table de la cuisine, le journal entre les mains, les lunettes glissées sur le bout du nez. « Papa, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux vers elle, sans surprise. Il semblait s'y attendre. « C'est à propos de cette lettre, n'est-ce pas ?» Elle sortit l'enveloppe, la posa devant lui. « Tu devais l'envoyer à la mère de Gabriel. »
Mais tu ne l'as pas fait. Parce que je savais que ça ne changerait rien, répondit-il après une longue pause. Et à l'époque, j'avais encore trop de respect pour cette famille, ou trop de naïveté. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé exactement? Il inspira profondément, reposa ses lunettes, puis s'appuya contre le dossier de sa chaise. C'était un soir d'hiver. Il y avait eu un dîner privé au château, quelque chose d'important, avec des gens de Paris. Moi, je travaillais tard dans les serres. J'étais passé prendre un outil dans la remise quand j'ai entendu des cris. Je me suis approché par instinct. Ce n'était pas mon rôle. J'ai vu la mère de Gabriel, Cécile Laurent, en pleine dispute avec un homme. Pas son mari, quelqu'un d'autre. Il y avait de la colère, de la peur dans sa voix. L'homme a jeté un verre contre un mur. Il l'a saisi par le bras. Je suis intervenu sans réfléchir. Il m'a menacé, m'a traité de parasite. Le lendemain, on m'a convoqué et licencié sur le champ. Pas de discussion, juste un mot. Rupture de confiance. J'étais trop jeune pour comprendre que j'étais en train de porter seul une faute qui n'était pas la mienne. Élise resta un moment silencieuse, les yeux posés sur son père. Il ne cherchait pas à se défendre. Il racontait les faits comme on raconte une chute, une injustice sèche, sans drame. « Et tu n'as jamais rien dit ?»« À qui ?» Personne ne voulait entendre un jardinier contre la parole d'une famille comme les Laurent. Elle prit la lettre, la rangea de nouveau dans sa poche. Gabriel ne sait rien de tout ça. Il croit ce qu'on lui a raconté à l'époque. Je vais lui remettre cette lettre. C'est ton choix. Mais sache que ce n'est pas une vengeance qui te fera avancer. Je ne cherche pas à me venger. Je veux seulement qu'il sache. Le soir même, Élise demanda un moment à Gabriel. Il accepta sans poser de questions. Ils se retrouvèrent près de la roseraie, presque entièrement endormis par l'approche de l'hiver. L'air était froid, le silence du jardin profond. « J'ai quelque chose pour vous », dit-elle simplement. Elle tendit la lettre. Il la prit sans un mot. L'enveloppe était usée, le papier froissé. Il reconnut l'écriture. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait d'un document ancien. « C'est de mon père. Il l'avait écrite il y a longtemps, mais il ne l'a jamais envoyée. » Gabriel la garda dans ses mains un long moment, hésitant à l'ouvrir. « Vous devriez la lire seule, » ajouta Élise. « Ce n'est pas une accusation. C'est un morceau de vérité que vous n'avez jamais eu. » Il acquiesça, puis la regarda avec une gravité nouvelle. « Je vous crois, Élise. Je ne sais pas encore tout ce que cela signifie, mais je vous crois. » Elle tourna les talons, repartit vers la remise. Ce fut tout. Pas de geste spectaculaire, pas de mots réconfortants. Juste un échange de regards entre deux personnes conscientes du poids que porte le passé. Gabriel lut la lettre ce soir-là. Assis dans son bureau, seul, il la relut 2 fois. Chaque mot résonnait avec l'éducation qu'il avait reçue, avec les silences de sa mère, avec l'image d'un homme discrédité sans procès. Il sentit une colère froide monter, non contre Élise, ni même contre son père, mais contre ceux qui lui avaient caché cette part d'histoire. Il comprit que Camille avait peut-être su, et que tout ce qu'il avait cru maîtriser depuis des années était bâti sur des omissions. Le lendemain, il convoqua Camille dans son bureau. Elle arriva, élégante comme toujours, maquillée avec précision, le visage lisse et le regard aiguisé. « Tu savais pour Moreau ?» demanda-t-il sans détour. Elle ne répondit pas immédiatement. « J'ai lu certains documents anciens. Rien de clair, mais j'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus que ce qu'on disait. Et tu ne m'as rien dit ? Je ne voulais pas t'embarquer dans une histoire qui aurait pu salir ta position. J'ai fait ce qu'il fallait pour te protéger. » Il la fixa, longuement. « Tu ne m'as pas protégé. Tu m'as manipulé. » Elle sourit légèrement, sans arrogance. « Je t'ai permis de devenir ce que tu es. Tu n'as jamais voulu voir la vérité. Tu préférais le confort. » Il se leva, se dirigea vers la fenêtre. « Ce confort n'est plus acceptable. Et moi, je ne suis plus le même. » Elle comprit à ce moment-là que quelque chose était terminé. Elle ne protesta pas. Elle sortit, digne, droite, sans claquer la porte. Gabriel resta seul. Devant lui, les vignes s'étendaient à perte de vue. Il pensa à Élise, à son père, à ce qu'ils avaient enduré, à ce que lui-même avait cautionné par ignorance ou par inaction, et il sut que la prochaine étape ne serait pas une simple réconciliation. Il faudrait briser ce qui avait été construit de travers pour pouvoir espérer bâtir quelque chose de juste. Les jours qui suivirent furent d'un calme trompeur. Gabriel Laurent n'apparut plus dans les jardins. Son absence était visible, mais personne n'osait en parler. Élise, elle, poursuivait son travail sans relâche, comme si l'ordre des choses n'avait pas été ébranlé. Pourtant, chacun de ses gestes était plus précis.
plus assurée. Elle n'attendait plus rien de personne, mais tout en elle trahissait la force tranquille de celle qui avait traversé la tempête et choisi de rester debout. Gabriel, de son côté, s'était replié dans les bureaux principaux de la maison mère, à Bordeaux. Il y avait convoqué un conseil extraordinaire des actionnaires, des partenaires commerciaux et de quelques membres de la famille, dans un salon privé habituellement réservé aux décisions stratégiques. Assis à l'extrémité de la table, il écoutait les chiffres, les analyses de marché, les projections financières, mais il n'avait pas l'esprit aux courbes de rendement ni aux prévisions d'exportation. Lorsque vint son tour de parole, il reposa son stylo sur la table, releva les yeux et parla d'un ton clair, posé, sans chercher à ménager les susceptibilités. « Il y a une chose que vous devez savoir, et cela ne concerne pas directement les chiffres, mais l'intégrité de cette maison. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Certains haussèrent les sourcils, d'autres croisèrent les bras. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs circulent à propos d'une jeune employée du domaine Saint-Valery. Certains ici ont été prompts à juger, à suspecter, à questionner ma lucidité. Je ne suis pas venu pour me défendre. Je suis venu pour dire que ces attaques sont infondées et que la vérité que nous avons refusé de voir depuis des années ne peut plus rester enterrée. Un silence pesant tomba sur la pièce. Il poursuivit. Le père d'Élise Moreau, ancien jardinier du domaine, a été licencié sur des bases injustes. Je dispose désormais d'une lettre écrite de sa main, datant de près de 30 ans, dans laquelle il relate un événement grave impliquant ma propre famille. Il n'a jamais été entendu, il a été écarté sans défense, pour protéger l'image de cette maison. Un murmure courut parmi les personnes présentes. Quelques regards se détournèrent. Une femme âgée, assise au bout de la table, tapota nerveusement la surface en bois du bout des doigts. Gabriel continua, imperturbable. Cette maison a été bâtie sur une réputation de rigueur, de tradition et de respect. Mais il n'y a aucun respect à imposer le silence, aucune tradition qui vaille l'injustice. C'est pourquoi je vous informe aujourd'hui de ma décision. Il se leva. Sa voix ne tremblait pas. Je me retire de la direction exécutive du groupe Laurent. Je renonce aux décisions quotidiennes, aux opérations courantes. Je ne représenterai plus les intérêts commerciaux de la famille tant que cette affaire n'aura pas été reconnue publiquement, et tant que les noms salis ne seront pas réhabilités. Ce n'est pas une punition, c'est une responsabilité. La stupeur fut totale. Un des actionnaires, un homme trapu aux cheveux blancs, tenta de protester. « Gabriel, tu ne peux pas te retirer comme ça. Tu sais ce que ça représente. » « Les marchés, les négociations ? Ce que je sais, répondit-il calmement, c'est que bâtir sur une injustice revient à construire sur du sable, et je refuse de diriger une maison dont les fondations sont minées par le mensonge. » Sans attendre de réaction, il quitta la salle. Derrière lui, les voix s'élevèrent, confuses, mêlant inquiétude, reproche et incompréhension. De retour à Saint-Valery, il n'alla pas directement au château. Il fit un détour par les vignes, marcha longtemps entre les rangées nues, les bottes couvertes de terre. Le vent frais balayait les feuilles sèches sur le sol. Pour la première fois depuis longtemps, il ne pensait plus en termes de patrimoine ou de rendement. Il pensait à la terre simplement, à ce qu'elle exige pour porter du fruit, du travail, du soin, de la patience et de la vérité. Il rentra chez lui à la tombée du jour. Son bureau était encore éclairé. Il s'assit, prit une feuille blanche et écrivit une lettre à l'attention du personnel du domaine. Il y expliquait sa décision, sans détour ni langue de bois. Il évoquait la lettre d'Élise, les torts commis, et annonçait la mise en place d'un comité de révision des archives internes, avec accès complet aux documents anciens. Il demanda que soit inscrit dans les annales du domaine la réhabilitation officielle de Pierre Moreau, jardinier, et l'annulation symbolique de son licenciement. Ce document fut affiché 2 jours plus tard dans le hall d'entrée du château, à la vue de tous. Élise le découvrit par hasard, en arrivant pour sa journée. Elle lut chaque ligne sans ciller. Puis, sans un mot, elle retourna dans les jardins, les gants en main, les gestes sûrs. Elle ne fit aucun commentaire. Elle n'attendait ni gloire ni reconnaissance. Mais elle sentit en elle un poids s'alléger. Camille, de son côté, avait quitté le domaine. Aucune annonce officielle. Elle avait fait ses bagages, laissé ses clés et disparu comme une ombre en fin de journée. Certains murmuraient qu'elle avait été contrainte. D'autres disaient qu'elle avait compris, qu'elle avait perdu. Peu importait. Son règne tacite avait pris fin
et avec lui la peur silencieuse qu'elle entretenait. Gabriel, désormais en retrait, continua de vivre au château, mais sans apparition officielle. Il travaillait à distance, conseillait sans s'imposer. Il passait parfois par les jardins, mais restait discret. Un changement profond s'était opéré en lui, non une rupture soudaine, mais un glissement lent vers un autre mode d'être. Il n'était plus seulement le dirigeant, l'homme public. Il devenait quelqu'un qui assumait ses erreurs et cherchait à reconstruire autrement. Le domaine, lui, poursuivait sa route. Les vignes attendaient l'hiver. Les ouvriers taillaient, nettoyaient, préparaient la saison suivante. Élise, chaque jour, sentait que sa présence n'était plus perçue comme une anomalie. Elle n'était plus la fille du jardinier controversé, ni l'objet de rumeurs. Elle était Élise, une employée compétente, discrète, solide. Une femme qui avait tenu bon face à l'orgueil, au mépris, aux demi-vérités. Et si l'histoire du domaine avait changé de cap, c'était aussi parce qu'elle avait choisi de ne pas fuir. De rester, de parler, de montrer qu'il existe une autre façon d'appartenir à un lieu. Non par le sang ou l'argent, mais par l'honnêteté, le travail, la constance. Dans le silence de la terre retournée, dans les gestes simples de ses mains, elle dessinait un avenir qu'elle n'avait jamais cherché mais qu'elle méritait. Lorsque l'hiver s'installa complètement dans les environs de Saint-Valery, le domaine entra dans sa période la plus silencieuse. Le rythme ralentit, les visiteurs se faisaient rares, et le froid s'insinuait dans chaque interstice de pierre du vieux château. Dans les jardins, les feuilles mortes avaient été ramassées, les arbres taillés, les outils rangés dans les cabanons. C'était le temps des sols en repos, des racines invisibles, des mains calleuses qui profitaient de quelques semaines de répit avant la renaissance du printemps. Élise, cependant, ne ralentit pas. Si les tâches pratiques s'étaient allégées, son esprit, lui, était plus en mouvement que jamais. Les événements récents avaient creusé en elle une faille qu'elle ne voulait plus ignorer. Elle savait qu'elle ne pouvait rester éternellement à sa place actuelle. Elle aimait le jardinage, mais elle pressentait qu'un autre chemin s'ouvrait, un prolongement naturel de ses compétences, une forme plus élevée de ce lien qu'elle entretenait avec les plantes et les lieux. C'est Madame Roux qui, un après-midi, lui parla d'un programme de formation en restauration de jardins historiques, financé en partie par une fondation associée à la Maison Laurent. Elle tendit un dépliant à Élise, comme on transmet une opportunité avec la certitude discrète qu'elle est méritée. « Ce n'est pas pour tout le monde », dit-elle simplement. « C'est exigeant, mais c'est aussi une manière d'aller plus loin. Tu as la rigueur, tu as la sensibilité. Et tu as vu ce que d'autres n'auraient jamais vu. » Élise prit le document, le lut en silence. Il s'agissait d'un programme intensif de 18 mois, dispensé entre Bordeaux et Paris, en partenariat avec plusieurs institutions spécialisées. On y abordait l'histoire des jardins, les techniques de restauration, la gestion de sites patrimoniaux. C'était un monde nouveau, bien plus vaste que les allées qu'elle connaissait, mais ce n'était pas un monde inaccessible. Elle en parla à son père le soir même. Il écouta attentivement, puis lui demanda « Et toi, tu en as envie ?»« Je crois que oui. Pas parce que je veux quitter ici, mais parce que je sens que je peux faire plus, différemment. » Il hocha la tête, l'air à la fois fier et mélancolique. « Tu as toujours eu ce regard, celui de ta mère. Elle aussi voyait les choses qu'on ne voit pas tout de suite. Elle n'avait pas eu la chance d'aller aussi loin. Toi, tu peux. » Élise déposa son dossier quelques jours plus tard. Elle rédigea une lettre de motivation sobre mais personnelle, où elle évoquait son expérience, les liens tissés avec la terre, les enseignements transmis par son père et les mois passés à Saint-Valery. Elle n'y parlait ni de Gabriel, ni du scandale, ni de la lettre, juste d'elle-même, de ce qu'elle avait vu, appris, corrigé, de sa volonté de préserver, de transmettre, de réparer les lieux blessés par le temps. La réponse arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle fut admise. Bourse accordée. Début des cours prévus pour le mois de mars. Elle lut la lettre 2 fois, les mains légèrement tremblantes. Elle se rendit alors dans la roseraie, aujourd'hui nue et silencieuse, et s'assit sur le banc de pierre près du vieux buisson central. Elle respira profondément. Ce jardin avait été le début de tant de choses. Ce fut là que Gabriel la retrouva en fin de journée. Il marchait lentement, les mains dans les poches, l'écharpe remontée jusqu'au menton. Il s'arrêta à quelques pas. « J'ai su pour ta candidature. Félicitations. » Elle se tourna vers lui, surprise. « Vous l'avez su comment ?»« Madame Roux me l'a dit. Et j'ai vu ton nom sur la liste des admis dans les papiers de la fondation. Ce n'était pas une intrusion, juste une coïncidence. » Il s'assit à ses côtés. «
Le silence s'installa, ni pesant, ni artificiel. « Tu vas quitter le domaine, alors ?» demanda-t-il. « Je vais suivre la formation, mais je ne pars pas vraiment, pas encore. Et même si je devais partir, ce lieu fait partie de moi maintenant. » Gabriel hocha la tête. « Tu es entré ici pour remplacer ton père. Tu repars en laissant quelque chose d'autre. Une empreinte. Invisible peut-être, mais réelle. Et vous? Vous avez quitté la direction, mais vous êtes encore là. » Il soupira. « Je suis ici en tant qu'homme, plus en tant que rôle. Et c'est plus difficile que je ne le pensais. » Il tourna la tête vers elle. « Tu m'as obligé à voir ce que j'avais laissé dans l'ombre. Ce n'est pas rien. » Ils ne dirent rien d'autre pendant un moment. Les dernières lueurs du jour glissaient sur les branches nues, dessinant des ombres fines sur le sol. Il y avait dans cet instant une forme de calme que ni l'un ni l'autre n'avaient connue jusqu'alors. Pas de tension, pas de fuite, pas de regret immédiat. Juste deux personnes conscientes d'avoir traversé quelque chose qu'aucune des règles du domaine n'aurait pu prévoir. Le lendemain, Élise reprit son travail avec une légèreté nouvelle. Elle savait que son avenir se dessinait ailleurs, mais elle voulait finir ce qu'elle avait commencé. Elle forma une apprentie plus jeune, prit le temps de lui montrer les gestes lents, les choix de coupe, les cycles invisibles. Elle expliqua les erreurs, les ajustements. Elle ne gardait rien pour elle. Elle transmettait déjà. Lorsqu'elle annonça officiellement son départ, aucun murmure ne s'éleva. Pas de doute, pas de méfiance, seulement des félicitations discrètes, des remerciements sincères, des poignées de main prolongées. Gabriel, lui, ne parla pas ce jour-là, mais il la regarda partir avec une expression qu'elle n'oublierait jamais. Celle d'un homme qui sait qu'il a perdu quelque chose de précieux, mais qui ne cherche pas à le retenir, parce qu'il comprend enfin que certaines choses ne nous appartiennent pas. Elles se partagent un moment, puis elles avancent. Et Élise, cette fille du jardinier que personne n'avait vu venir, s'avançait désormais vers un autre terrain. Elle n'emportait avec elle ni colère ni revanche. Seulement l'élan de celles qui ont vu la terre dans ses vérités les plus brutes et qui savent que toute blessure peut un jour être soignée. Lorsque les premiers jours de mars arrivèrent, les changements devinrent tangibles. Les vents froids de l'hiver perdaient peu à peu leur morsure, les bourgeons discrets apparaissaient aux extrémités des branches et une lumière plus douce filtrait à travers les fenêtres encore embuées du château. Le domaine Saint-Valery entrait dans une transition. Ce n'était pas seulement le climat qui changeait, mais quelque chose dans la manière même dont les choses se passaient. Élise avait commencé sa formation à Bordeaux. Elle logeait dans une petite chambre simple, près des jardins botaniques, où se déroulait une partie des cours pratiques. Chaque matin, elle assistait à des ateliers sur la botanique historique, les plans de restauration de parcs anciens, les méthodologies de préservation de patrimoine végétal. Elle écoutait, prenait des notes, participait, posait des questions. Son attitude, sérieuse et modeste, captait rapidement l'attention des professeurs qui voyaient en elle une élève atypique, ni théoricienne détachée, ni exécutante docile, mais une femme issue de la terre et capable de penser avec méthode. Malgré la nouveauté du rythme, Élise trouvait du réconfort dans cette discipline. Elle découvrait des noms de plantes anciennes qu'elle avait déjà soignées sans jamais les appeler ainsi. Elle apprenait à lire des plans du XVIIIe siècle, à interpréter des gravures, à restaurer des allées selon des logiques oubliées. Et dans tout cela, elle ne se sentait pas déracinée. Elle sentait qu'elle grandissait sans renier ce qu'elle avait été. Elle retournait à Saint-Valery chaque week-end, le cœur un peu tendu à chaque retour, mais toujours soulagée de revoir les allées familières. Elle passait voir son père, dont le genou allait mieux, mais qui avait décidé de ne pas reprendre le travail. Il consacrait désormais son temps à un petit potager personnel qu'il entretenait avec une fierté silencieuse. Il parlait peu des mois passés. L'un comme l'autre savait que les blessures étaient encore présentes, mais moins vives. Le silence entre eux n'était plus chargé. Il était apaisant. Gabriel, de son côté, avait entrepris un travail difficile. Reconstruire les fondations du domaine selon d'autres valeurs. Il ne cherchait plus à plaire, à séduire les investisseurs par des artifices ou des démonstrations de prestige. Il voulait une structure plus honnête, plus durable. Il réduisit les dépenses liées à la représentation, concentra les efforts sur la qualité des sols, investit dans des méthodes de culture moins agressives. Il remplaça certains fournisseurs, mit fin à des accords commerciaux bancals. Et surtout, il changea de ton. Ce changement se traduisit par des gestes simples mais concrets.
Les employés furent conviés à une réunion informelle, sans formalisme. Gabriel prit la parole sans discours préparé, les mains dans les poches, le regard franc. Il parla de la nécessité de reprendre confiance, de bâtir un lieu où chacun, quel que soit son poste, serait traité avec équité. Il n'y eut pas d'applaudissements. Seulement un silence dense, puis quelques hochements de tête. Cela suffisait. Les mots avaient été dits, et cette fois, on sentait qu'ils ne servaient pas à masquer une intention. Élise assistait à distance à cette transformation. Elle ne cherchait pas à y participer activement. Elle observait discrètement lors de ses retours au domaine. Elle notait les regards plus détendus, les sourires moins forcés, la façon dont les gens se parlaient entre eux. Le climat général s'était assoupli, comme si chacun avait enfin le droit d'exister sans peur. Elle croisa Gabriel plusieurs fois, toujours brièvement. Ils se saluaient, échangeaient quelques mots. Il lui posait des questions sur sa formation, écoutait avec attention, commentait avec pertinence. Il n'y avait plus de tension entre eux, ni attente, ni regret, juste une reconnaissance réciproque. Elle savait qu'il ne tenterait rien pour la retenir. Et il savait qu'elle ne reviendrait pas par faiblesse. Un après-midi, alors qu'elle observait les jardins depuis le balcon de l'ancienne orangerie, Gabriel la rejoignit. Ils restèrent quelques minutes sans parler. Puis, il lui dit « Tu sais, il y a quelque chose que j'aurais dû faire bien plus tôt. »« Quoi donc ?»« Te demander ce que toi, tu aurais voulu changer ici. » Elle se tourna vers lui, légèrement amusée. « Vous n'avez jamais demandé ça à personne ?»« Non. Je crois que j'ai toujours cru que je devais avoir toutes les réponses. Mais toi, tu es venu sans prétendre savoir, et tu as tout bousculé sans rien imposer. » Elle baissa les yeux, touchée malgré elle. « Ce que j'aurais changé ? Peut-être les frontières invisibles, celles qui font croire à certains qu'ils ne peuvent pas parler ou s'asseoir, ou exister autrement qu'en silence. » Il hocha la tête. « C'est ce que je suis en train d'essayer de réparer. Mais il faudra du temps. »« Vous avez le temps, répondit-elle, et vous avez commencé. » Lorsqu'elle repartit ce soir-là, elle sut qu'il y avait entre eux quelque chose d'indéfinissable, mais d'apaisé. Ils n'étaient plus deux inconnus de classes différentes, contraints par les codes d'un monde rigide. Ils étaient deux êtres humains qui avaient traversé une histoire commune et qui en sortaient changés. Le jardin, lui aussi, portait les marques de ce changement. Les serres avaient été nettoyées, les outils rangés avec soin. Les massifs, même en sommeil, respiraient l'ordre et l'attention. Les rosiers, bien qu'encore nus, montraient des bourgeons à venir. Rien n'était spectaculaire. Tout était lent, solide, ancré. Et Élise, qui avait un jour été la fille du jardinier appelé en renfort, devenait lentement une figure de référence. Non par le pouvoir, mais par l'exemple. Elle ne dirigeait pas, elle inspirait. Par sa constance, sa justesse, sa manière d'habiter les lieux sans bruit. Et dans ce domaine marqué par les héritages lourds, cela suffisait à faire une différence durable. Le printemps arriva sans cérémonie, mais avec une évidence apaisante. Les arbres, presque par pudeur, reprirent leur couleur, les premiers bourgeons s'ouvrirent discrètement au bord des allées, et les jours rallongèrent, laissant au soleil le temps de réchauffer lentement les pierres du château. La terre, qui avait tant supporté, tant contenu, se relâchait enfin. Au domaine Saint-Valery, l'air lui-même semblait plus léger. C'est dans cette atmosphère renouvelée qu'un projet prit forme, d'abord dans l'esprit de Gabriel, puis autour de la table de travail qu'il partageait avec quelques employés fidèles. Il ne s'agissait pas de relancer un vin, ni de séduire un investisseur, mais de créer un espace public dans les jardins, un lieu de culture durable, ouvert aux habitants de la région, où l'on cultiverait des plantes locales, des variétés anciennes, oubliées ou négligées par l'agriculture intensive. Un jardin ouvert, vivant, et surtout accessible. L'idée, en elle-même, paraissait modeste. Mais dans un domaine marqué par des décennies de fermeture, d'exclusivité et de règles implicites, elle était presque révolutionnaire. Gabriel souhaitait que ce jardin ne porte pas son nom, ni celui de sa famille, mais qu'il devienne un espace collectif. Il voulait qu'il soit pensé par ceux qui avaient les mains dans la terre, et non par ceux qui signaient les contrats. Il proposa naturellement à Élise de le concevoir avec lui. Elle hésita. Elle n'était plus employée du domaine. Elle avait commencé à travailler sur des projets de restauration à Bordeaux et son avenir semblait déjà tracé loin de Saint-Valery. Mais l'idée de ce jardin, né sans prétention, l'atteignit d'une manière inattendue. Elle revint un dimanche matin pour parler du projet. Ils s'assirent sur une vieille table de pierre,
à l'ombre d'un figuier encore nu. Gabriel avait apporté des plans, des croquis. Élise, elle, avait ramené des notes, des idées, des suggestions. Ils parlèrent pendant des heures, dessinèrent, griffonnèrent, corrigèrent. Et sans qu'aucun des deux ne le dise, une évidence s'imposa. Ce projet n'était pas une parenthèse, mais un prolongement naturel de tout ce qu'ils avaient traversé. Le jardin fut inauguré 2 mois plus tard. Les habitants du village furent invités, ainsi que des associations locales, des écoles, des étudiants en agriculture. Le portail fut ouvert dès 9 heures du matin. Pas de ruban, pas de discours cérémonieux. Seulement des chemins dessinés entre les plates-bandes, des pancartes explicatives, des bancs simples, une fontaine restaurée. Des enfants couraient entre les plantations, des familles se penchèrent pour lire les noms des variétés, des bénévoles expliquaient les techniques de compostage. Gabriel et Élise observèrent la scène à distance. Aucun d'eux ne cherchait à occuper le centre. Ils étaient présents, impliqués mais sans revendiquer quoi que ce soit. Leur présence, calme et discrète, disait tout. Ils n'avaient pas besoin de parler du passé, ni d'expliquer le parcours. Le jardin le faisait pour eux. Ce jour-là, Élise retrouva Paul, qui était venu avec sa petite fille. Il la salua avec un sourire sincère, un regard qui n'avait plus rien à voir avec les premières semaines de méfiance. Il lui serra la main un peu plus longtemps que nécessaire. « Tu as tenu bon. Et maintenant, c'est nous tous qui en profitons. » Élise sourit. Elle ne répondit pas, mais son regard brillait d'un éclat doux et contenu. Il n'y avait rien de triomphant. Seulement la satisfaction profonde de ceux qui ont résisté sans bruit. Dans les semaines suivantes, le jardin devint un lieu de passage, de rencontres, d'échanges. Les écoliers venaient y apprendre les cycles de la nature. Des jeunes en réinsertion participaient à l'entretien des parcelles. Des jardiniers amateurs y trouvaient conseils et inspiration. Le château, autrefois forteresse, s'ouvrait peu à peu. Les murs n'avaient pas bougé, mais leur fonction avait changé. Gabriel, quant à lui, retrouvait une forme d'équilibre. Il continuait à s'impliquer dans le domaine, mais avec un détachement plus lucide. Il avait cessé de vouloir tout contrôler. Il laissait faire, écoutait davantage, consultait, partageait les responsabilités. Il n'était plus le centre, et il le vivait comme une délivrance. Élise, elle, poursuivait sa formation, mais revenait souvent, parfois pour une demi-journée, parfois pour un week-end. Elle n'y était pas attendue, mais jamais étrangère. Elle venait voir le jardin, ajuster un plan, corriger un arrosage, échanger avec les enfants. Elle n'avait pas besoin de titre ni de rôle officiel. Sa présence suffisait. Un après-midi, alors qu'elle terminait de vérifier un système d'irrigation dans la nouvelle section, dédiée aux plantes médicinales, Gabriel la rejoignit. « Tu regrettes d'être revenue ?» demanda-t-il. Elle leva les yeux, le regard franc. « Je ne suis jamais vraiment partie. » Il sourit sans insister. « Ce jardin, tu sais, il te ressemble. Pas dans son apparence, dans sa manière d'exister. Silencieux, rigoureux, utile et patient. » Elle accepta le compliment sans rougir, sans esquiver. Ce jardin n'aurait pas pu exister si d'autres n'avaient pas reconnu leurs erreurs. Il hocha la tête. Ils restèrent là, côte à côte, les mains dans les poches, les chaussures couvertes de terre. 2 parcours, 2 volontés, 2 manières de réparer sans éclat. Le vent agitait doucement les feuilles nouvelles. Des enfants passaient en courant, riaient, trébuchaient, se relevaient. Le jardin vivait. Et dans cette scène ordinaire, presque banale, il y avait quelque chose de plus fort que toutes les réconciliations annoncées. Il y avait un équilibre retrouvé, une blessure refermée non par l'oubli, mais par la construction patiente d'un sens nouveau. Ni Gabriel ni Élise ne savaient ce que l'avenir leur réservait, mais ils savaient qu'ils l'aborderaient sans mensonge, sans masque, sans peur. Le jardin de Saint-Valéry, autrefois réservé à quelques privilégiés, était désormais le lieu de tous. Il portait encore les traces du passé, mais en avait fait une richesse. Il ne racontait plus une seule histoire, mais une multitude de récits entrecroisés. Et parmi eux, celui d'une jeune femme, fille d'un jardinier injustement accusé, qui avait su, sans éclat, transformer une injustice en terre fertile.